Et finalement, on se stabilise en bas. La théorie de la capture de Tomassi permet d'expliquer pourquoi la Terre et la Lune n'ont pas la même quantité de fer. Si la Lune s'est formée ailleurs, elle peut être très différente. D'un autre côté, l'idée que la gravitation terrestre puisse capturer un astre de cette taille semble peu probable, surtout lorsqu'on sait qu'il n'existe aucun milieu résistant pour ralentir un objet aussi grand que la Lune. Chacune des trois théories présente d'importantes incohérences. L'origine de la Lune est encore un mystère. Le 20 juillet 1969, des astronautes américains foulent pour la première fois le sol de la Lune. Ils posent leur module sur une plaine de lave solide, connue sous le nom de mer de la Tranquillité. Le pilote de la mission, Buzz Aldrin, décrit ce qu'il voit alors comme un magnifique paysage de désolation. Ils ont rapporté près de 22 kilos de roches et de poussière lunaire, aussi appelées régolithes. Au centre spatial Johnson, à Houston, les géologues attendent leur arrivée avec impatience. La tension était à son comble quand les prélèvements sont arrivés. C'était stupéfiant. Personne ne savait à quoi s'attendre. Tout de suite, on s'est rendu compte qu'il s'agissait de roches basaltiques, comme on en trouve à Hawaï. Ça ressemblait vraiment à ce qu'on trouve là-bas. Les géologues de la NASA sont particulièrement intrigués par une autre roche. Elle porte le nom de brèche. Cette roche s'est formée au moment de l'impact d'une météorite. Il faut imaginer une énorme météorite qui vient s'écraser sur la Lune. C'est un choc terrible. Des débris sont éjectés. Ils ont été arrachés du sol pour laisser la place à un cratère. Ils sont très nombreux sur la Lune. Les débris se mélangent avant d'atterrir autour du point d'impact. Ensuite, ils sont durcis par la chaleur qui se dégage du cratère et ils sont transformés en roches. On peut en voir de toutes sortes, c'est très chaotique. Ils sont tous de différentes tailles, de différentes formes. Toutes les roches qui sont aux alentours du point d'impact sont comme ça. On n'avait encore jamais rien vu de pareil sur la Terre. Ces roches lunaires portent en elles une histoire fascinante. Les roches et les échantillons de poussière contiennent des particules qui indiquent que la Lune a dû être couverte par un océan de lave après sa formation. Cette idée est renforcée par une autre découverte. Les blocs de roches manquent singulièrement de ce que les scientifiques appellent des éléments volatiles. Les éléments volatiles s'évaporent très facilement, donc ils disparaissent d'un rocher lorsque vous le chauffez. Il s'agit par exemple d'eau ou de potassium. Si vous comparez la majeure partie des roches terrestres avec les roches lunaires, vous vous apercevez que ces dernières sont complètement desséchées, comme si on les avait chauffées et qu'elles avaient perdu une grande partie de leurs éléments volatiles. Toutefois, les prélèvements de roches lunaires révèlent que la roche et le sol terrestre présentent au moins une similitude avec la surface lunaire. Prenons les isotopes des éléments individuels, comme l'oxygène en particulier. Il existe différentes formes d'oxygène. Eh bien, on retrouve sur la Lune les mêmes abondances isotopiques pour l'oxygène que sur la Terre. Toutes les roches analysées dans des météorites venues d'autres endroits du système solaire n'ont pas les mêmes abondances isotopiques. Ce qui veut dire que les matériaux lunaires et terrestres sont très similaires. Les prélèvements lunaires ont apporté de nombreuses informations concernant la géologie de la Lune.
Mais les astronomes n'arrivent toujours pas à percer le mystère des origines de la Lune. Pour William Hartmann, de l'Institut des sciences planétaires de Tucson, en Arizona, les informations récoltées sur ces morceaux de roches lunaires sont fondamentales. Pendant près d'une décennie, elles lui ont permis d'étayer de nouvelles théories. William Hartmann est aujourd'hui un astronome de renom. C'est aussi un peintre spécialisé dans les représentations de l'espace. Au début des années 60, il étudie à l'Université d'Arizona. Il prend part à un projet dont l'objectif est de créer une carte des cratères lunaires. Elle devra indiquer aussi bien les énormes bassins ou mers que les plus petits creux visibles. Quand on faisait cette carte dans les années 60, on s'est rendu compte que les grands bassins étaient des traces d'impact. D'énormes astéroïdes se sont écrasés sur la Lune et ont creusé ces cratères. Certains d'entre eux font plus de 950 km de diamètre. Et pour faire de tels dégâts, la météorite devait mesurer environ 160 km de diamètre. On en a donc conclu que de très grands objets se déplaçaient à travers le système solaire quand la Terre s'est formée et qu'ils venaient s'écraser sur les planètes. L'idée que des astéroïdes de 100 km de large viennent frapper des planètes soulève quelques questions pour Hartmann. Des objets de la taille de planètes sont-ils vraiment entrés en collision? Cela aurait-il quelque chose à voir avec la formation de la Lune? En 1972, Hartmann et Don Davis, un autre astronome de Tucson, mettent au point un programme pour les aider à explorer cette idée. Le programme tente de simuler le processus d'accrétion dans le système solaire de l'époque. Les astronomes veulent voir si d'autres planètes qui se seraient formées aux alentours de la Terre auraient pu entrer en collision avec elle. On se disait que si un autre corps céleste suffisamment grand était venu s'écraser sur la Terre et que les morceaux de la croûte terrestre et de cet astre avaient été projetés en orbite, tous ces débris auraient pu servir à la formation de la Lune. La simulation montre qu'une autre planète aurait pu se former dans la zone d'accrétion de la Terre. Une planète de la taille de Mars. Ce n'était pas la Lune. Cette planète est composée des mêmes éléments que la Terre et a donc le même pourcentage de métal et la même densité que la Terre. Ce n'est pas le cas de la Lune. Ces résultats permettent à Hartmann d'élaborer une quatrième et nouvelle hypothèse. Elle porte le nom de théorie de l'impact géant. En 1974, une nouvelle hypothèse expliquant les origines de la Lune voit le jour au sein de la communauté scientifique. Ceux qui l'ont élaborée l'ont nommée la théorie de l'impact géant. Le principe de cette théorie, c'est que 4,5 milliards d'années plus tôt, la Terre est entrée en collision avec un objet ayant à peu près la taille actuelle de la planète Mars. C'était un choc absolument énorme. C'est ce qui a entraîné la rotation de la Terre. C'est ce qui expliquerait que nos journées durent 24 heures. La collision était tellement brutale qu'une grande quantité de matière a été projetée en orbite autour de la Terre. Et on pense qu'ensuite elle se serait amalgamée pour former la Lune. Le docteur Robin Canup et d'autres scientifiques du Southwest Research Institute de Boulder ont développé un programme informatique pour étudier les détails de l'impact géant. Cela permet de diviser la Terre et la protoplanète qui l'a heurtée en différentes particules. L'évolution de chacune de celles-ci est ensuite observée tout au long de l'impact. Le simulateur donne une vue aérienne de l'impact sur un plan vertical. La Terre était probablement partiellement en fusion avant la collision. Donc initialement, l'autre astre arrivait de cette direction. Il a percuté la Terre sur le côté. On voit que cette deuxième planète s'est désagrégée pour former un long bras de matière. Le voilà. Les scientifiques pensent que les couches supérieures de la Terre sont complètement entrées en fusion après l'impact. La collision a provoqué la rotation de la Terre.
Et on voit également qu'elle a changé la forme même de notre planète. Au bout de quelques heures, ce bras de matière s'est à nouveau amalgamé sous l'effet de la force gravitationnelle, et il a formé deux grandes masses. La masse centrale est principalement composée de matériaux issus du centre de la deuxième planète. Donc, quand cette masse fusionne avec la Terre, comme on peut le voir ici, la grande majorité du métal qui se trouvait dans cette planète est emmagasiné par la Terre. La masse qui se trouve le plus à l'extérieur approche et passe tout près de la Terre. Sous l'effet de la gravitation terrestre, elle se désagrège en un long bras de matière qui va se briser et former ce disque. On suppose que cette matière s'est amalgamée pour former la Lune. Ce procédé se serait effectué en moins d'1 an après la collision. Il n'y a plus aucune trace de l'impact géant sur la Terre aujourd'hui. À cette époque, notre planète n'avait atteint que 90% de sa taille actuelle. Les 10% restants sont venus s'y ajouter par la suite. Ce sont des météorites plus petites qui se sont écrasées sur la Terre. La gravitation terrestre a elle aussi contribué à redonner sa forme à la planète. Après l'impact, en l'espace d'une journée, la Terre avait repris sa forme sphérique. Et tous les reliefs dus au choc se sont estompés. L'homme à l'origine de la théorie de l'impact géant a exposé son idée lors d'une conférence scientifique en 1974. Mais pendant près de 10 ans, personne ne s'y est intéressé. L'intérêt pour la Lune a brusquement chuté après la mission Apollo. Finalement, lors d'une conférence à Hawaï en 1984, 12 ans après le dernier envoi d'une fusée, les plus grands astronomes parviennent à un consensus. La théorie de l'impact géant est à ce jour l'explication la plus acceptable sur l'origine de la Lune. Il y a toujours des personnes qui disent que ça n'a pas été prouvé. C'est ce que moi j'appelle la théorie du défaut. Si vous lisez un manuel d'astronomie ou de géologie, vous y trouvez uniquement les théories qui ont été acceptées. Il y a toujours de petites divergences qu'il faut essayer d'expliquer, mais en général, ça fonctionne. Les scientifiques sont parvenus à s'entendre sur une théorie concernant l'origine de la Lune. Mais ils n'en ont pas pour autant fini d'étudier notre plus proche voisin cosmique. Depuis peu, la Maison-Blanche et la NASA envisagent de retourner sur notre satellite et d'y aménager une base permanente. Cela permettrait d'entraîner des astronautes à vivre dans l'espace pendant de longues périodes. Cela offrirait également un point de lancement pour d'éventuelles missions sur Mars. Mais des projets scientifiques d'une telle ampleur ne font pas partie du quotidien de la majorité des habitants de la Terre. Ils se contentent de regarder de temps en temps le disque brillant et hypnotisant dans la nuit noire. Toutes ces discussions au sujet d'océans de lave, de micrométéorites qui forment le régolithe et d'impacts géants ne pourront jamais amoindrir la fascination et le charme romantique que nous inspire notre mystérieuse voisine, la Lune.